Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24 avec une plongée dans le monde du renseignement français. De tout temps, les espions font rêver. À défaut de les connaître, on les imagine, on les fantasme même. James Bond pour le cinéma, le Bureau des légendes en France pour une série télévisée. Mais la réalité de nos vies rend ces services d'espionnage de plus en plus réels. Ce sont eux qui permettent d'éviter des attentats, d'aider à arrêter les terroristes. Le renseignement a donc changé de paradigme. Conçu au départ pour une lutte contre l'espionnage après la guerre froide, il se focalise aujourd'hui sur le contre-terrorisme et les attaques se commettant aussi sur le territoire français. Ces guerres sont donc devenues beaucoup plus visibles. Marie-Christine Dupuy-Danon, bonjour. Bonjour. Vous avez coécrit ce livre, Les guetteurs, les patrons du renseignement français répondent. Ils sont 11 à avoir répondu. Comment vous les avez obtenus, ces témoignages ? C'est vrai que c'était une première et c'est des gens dont la parole est rare. Mais en fait, ça n'a pas été si difficile à partir du moment où on a expliqué l'ambition du projet, qui était de construire avec eux une réflexion dans un temps long. On a commencé un fil de dialogue qui se transmet d'interlocuteur en interlocuteur. Vous aviez lancé combien d'invitations ? On les a lancés au fur et à mesure. Il a fallu retrouver ces gens, dont certains sont retraités depuis de longues années, voire des décennies, leur expliquer le projet, les contacter. Presque tous ont répondu favorablement. Il a fallu aussi jouer avec les agendas. Certains étaient en province. Mais c'est surtout la question, c'était est-ce qu'ils vous faisaient confiance ? Une parole à ce niveau-là, quand même, c'est normalement très muselé. Oui, confiance, c'est le mot central. Ils nous faisaient confiance parce que probablement ils connaissaient la crédibilité de nos travaux précédents et aussi parce que la relation qui s'est tissée avec eux, elle a été immédiatement sur la base de la confiance, leur expliquer pourquoi, comment, à quoi ça servirait. Alors justement, pourquoi vous vouliez faire ce livre ? Alors, il est assez historique, hein, on débute dans les années 80, voilà, et on va jusqu'à aujourd'hui. Oui. Quel était votre message central ? Voir comment les services, dont vous l'avez dit justement, la visibilité est mise sur le devant de la scène avec l'actualité récente, mais voir comment ces services avaient dû s'adapter au changement du monde. On parle du terrorisme, mais avant, il y a eu la chute du mur de Berlin, la mondialisation, l'irruption du terrorisme dans la vie quotidienne. Tout ça, ça a demandé une révolution culturelle et une adaptation des services dont on voulait montrer comment elle s'était faite au fil des décennies en réaction ou en anticipation de l'histoire. Alors évidemment, si on commence dans les années 80, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus discret. L'amiral Lacoste n'est pas un grand bavard, normalement. C'est vrai que, encore une fois, on parle de renseignement beaucoup depuis les attentats de 2015. Après Charlie et plus encore après les attentats du 13 novembre, du Bataclan, du Stade de France, des terrasses de Paris, le renseignement, d'un coup, s'est invité dans la vie quotidienne des Français. Les politiques l'ont mis en priorité. Avant, il était là, il était également important et présent, mais peu médiatisé. Finalement, c'est le fait que, jusqu'à présent, ces hommes s'occupaient d'opérations dites extérieures, c'est-à-dire qu'on allait sur d'autres territoires, et à partir du moment donné où on a des attentats sur notre sol, il y a besoin de l'expliquer aux Français. Il y avait aussi une action intérieure, hein. Le rôle de la DST était tout à fait fondamental dans la lutte contre l'ennemi, nommé alors l'ennemi soviétique. Donc, du temps de la guerre froide, ces services intérieurs étaient tout aussi importants et actifs que les services extérieurs. Mais ils ne se montraient pas. Mais ils étaient dans une discrétion de leur action. Et en tout cas, ni les politiques, ni les médias ne les amenaient au niveau de visibilité qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que, vous l'avez dit, justement, l'ennemi, c'était les soviétiques, on était dans la guerre froide, donc on était d'une menace de État à État, et c'est ce qui fait qu'il fallait plus de discrétion, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur de l'espionnage ? Je crois qu'il y a la question de l'ennemi, il y a la question des victimes. À partir du moment où on a vu cette multiplication des attentats qui ont frappé la population française, la question de discuter de ce qui pouvait être fait et de ce qui était mis en œuvre effectivement pour identifier, prévenir et lutter contre la menace du terrorisme djihadiste islamiste,
a amené une visibilité sans précédent sur le monde du renseignement. Donc c'est vraiment cela dont on parle quand on voit, vous avez dit, les attentats du Bataclan, quand on parle des attentats de Paris. L'affaire Mera, par exemple, Bernard Squarcini en parle dans le livre. L'affaire Mera a commencé à être un pivot sur ces questions-là. L'affaire Mera a amené un questionnement. D'abord, elle était juste en période présidentielle. Donc il y avait un contexte tout à fait particulier, très très sensible, très inflammable si on peut dire. Et l'affaire Mera a amené pour la première fois un questionnement sur l'efficacité. Il y avait eu des loupés. Quels étaient-ils? Qu'est-ce qui aurait pu être évité? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette intervention qui a abouti à la mort de Mera? Donc beaucoup de questions se sont invitées, mais dans un contexte très très politique. Alors justement, Bernard Squarcini l'incarne à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on passe d'un renseignement différent. On a la création de la DCRI, c'est-à-dire qu'en fait, on abandonne ce qui était à notre surveillance de territoire classique, telle qu'on la faisait. Ça, pour vous, c'était important à écrire? C'était à un moment donné, justement, où on voit ce qui a été avant et ce qui est maintenant? C'était important à un double titre. D'abord, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est le moment où il y a la fusion, qui était appelée des vœux de quasi tous, depuis de longues années, la fusion de la DST, la surveillance du territoire, et des renseignements généraux, qui faisaient vraiment du renseignement sur le terrain, pour créer la DCRI, puis la DGSI. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que Bernard Squarcini a été très mis en cause dans l'affaire Mera. Donc, recueillir sa parole et son analyse en direct de ce qui a pu se passer au niveau de son service et des autres intervenants dans cette affaire était tout à fait précieux pour mieux comprendre quels avaient été les éléments à la disposition de la DCRI au moment où il fallait prendre les décisions qui ont été prises. La DGSE, grande muette habituellement, de moins en moins, on le voit avec le Bureau des légendes aujourd'hui, donc qui a besoin aussi de montrer ce qu'elle fait parce qu'il y a du recrutement. Vous avez vu la différence de parole selon les uns et les autres que vous avez interviewés? Oui, bien sûr. Chacun parle en venant de sa culture et de sa filiation. Donc un préfet ne parle pas comme un militaire, qui ne parle pas comme un diplomate, qui ne parle pas comme un commissaire. Il y a une parole propre au cursus de chacun. Et puis ensuite, il y a la culture des maisons. Vous parliez du Bureau des légendes, mais c'est vrai que c'est une formidable opération de communication que la DGSE a non pas initiée, mais au moins soutenue. Et qu'aujourd'hui, moi, je rencontre de nombreuses jeunes femmes qui se rêvent Marina Loiseau. Absolument. Jean-Claude Cousseran, qui était le patron de la DGSE au moment du 11 septembre, explique dans votre livre justement aussi les retentissements que ça a pu avoir sur le sol français. Là encore, il a fallu changer les lignes d'analyse. Oui, il a fallu, c'est le moment où on comprend que l'antiterrorisme et le monde devenant plus complexe, le partage de l'information va être essentiel pour lutter efficacement contre une menace de cette nature. Une menace qui se réinvente, une menace internationale et une menace en mutation qui s'accélère. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre livre, chacun confie à la fois ses succès, mais aussi les échecs. Oui. Ils ont fait le choix comment, en fait, de vous parler? Alors, on les a interrogés. À tous, on a posé, pour qu'il y ait une trame dans ce livre, à tous, on a posé 3 mêmes questions. C'était quoi? C'était, quand vous êtes arrivé à la tête de votre service, qu'est-ce que vous y avez trouvé et quels étaient les grands défis qui se posaient à la France? Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez fait? Ou qu'est-ce que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas pu faire? Et enfin, dans la situation actuelle, avec les défis qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconiseriez? Autre interview très intéressante, celle sur le renseignement militaire, la DRM. Là, vous avez tous les généraux qui passent les uns après les autres pour expliquer ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il fallait construire dans le renseignement militaire et comment vous avez vu l'évolution entre les trois? On voit la montée en puissance du renseignement militaire et son importance dans la conduite des opérations extérieures de la France. La DRM, pour resituer un peu le contexte de sa création, après la première guerre du Golfe, le président Mitterrand s'alarme de la dépendance de la France du renseignement étranger et notamment américain. 1992 donc. 1992 pour conduire les OPEX. Et donc l'idée de pouvoir gagner en autonomie sur un renseignement militaire devenu aujourd'hui un renseignement d'intérêt militaire pour la France est apparue une priorité stratégique. Et cette priorité s'est accompagnée de moyens
qui ont été croissants, de moyens humains et de moyens techniques pour avoir la DRM que l'on connaît aujourd'hui. La DRM, donc, qui s'occupe vraiment des ennemis, c'est le renseignement militaire. On a aussi des chapitres qui sont consacrés à la coordination, parce que maintenant, ce qui est à la mode, c'est de dire que le renseignement, si on veut qu'il y ait du succès, c'est que finalement, il faut qu'il communique entre lui. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ange Mancini en parle dans votre livre. Pourquoi vous avez voulu le mettre en valeur comme ça ? Parce qu'il faut qu'il partage, mais il faut qu'il partage à bon escient. Pendant longtemps, quand on était dans ce contexte de la guerre froide, on s'inscrivait dans une nécessité de jouer le temps long et l'extrême cloisonnement de l'information. Plus que 2 personnes au courant, c'est déjà plus un secret. Donc il y avait une relation d'agents de renseignement au terrain qui était extrêmement cloisonnée par opération et par interlocuteur. Avec l'antiterrorisme, le défi est complètement différent. On doit être dans l'anticipation, on doit partager des petites pièces d'impulse qui, mises ensemble, permettent d'aboutir à une vision moins myope de la situation. Donc c'est extrêmement important de savoir quoi et quand partager. D'où l'idée de coordination, mais vous parlez presque de mode de communication, mais en fait cette idée et ce diagnostic, il a été fait 20 ans auparavant. Il est fait déjà dès la fin des années 80 et il faut 20 ans pour que cette coordination se mette en place, tant les services sont alors jaloux de leurs prérogatives et essayent chacun de garder leur périmètre. Oui, et puis il y a un mot dans le renseignement, c'est si l'on dit ce que l'on sait, alors on sait quelles sont les sources et ce que l'on ne sait pas, justement. On lit à la fois ce qui est dit et ce qui est non dit. Merci beaucoup Marie-Christine Dupuy-Danon pour cet entretien. Merci. Bonne suite de programme sur France 24. Le débat, présenté par Raphaël Kahn. En direct de Paris, un débat animé par Raphaël Kahn sur le fait marquant du jour, avec les acteurs, les experts et les observateurs de l'actualité. Suivez la controverse en direct et après l'émission, confrontez vos points de vue sur nos forums et prolongez le débat. Le débat, à voir sur France 24 et sur france24.com. Je suis Laurence Cuvillier, correspondante de France 24 à Mexico. Depuis 5 ans, je couvre le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Retrouvez-moi dans Cap Amérique. Laurence Cuvillier, l'une des 160 correspondants de France 24 dans le monde.